La première chose que je souhaiterais rappeler pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est que nous ne connaissions pas la famille Bongo avant leur incarcération. Nous ne sommes pas des avocats historiques, anciens, qui avons été associés d'une façon ou d'une autre à la gestion antérieure de cette famille et de ce pays. Pour ce qui me concerne, je ne connaissais pas, je n'étais jamais allé au Gabon avant, et nous sommes rentrés dans cette affaire le 31 août 2023, jour de l'incarcération de Sylvia Bongo, dans une logique droit de l'homme, puisque c'est celle qui nous anime. Et c'est un détail important parce que ça nous donne aussi une très grande liberté, en tout cas une bonne distance par rapport à cette famille. Ça ne nous empêche pas d'exercer nos responsabilités, tout au contraire. La deuxième remarque préliminaire que je souhaitais faire, c'est que cette conférence n'aurait probablement pas eu lieu, peut-être pas sous cette forme, sans la déclaration intempestive et tout simplement mensongère du procureur de la République de Libreville du 20 décembre 2024, qui, vous vous en souvenez certainement, a cru devoir préciser à la presse que l'exercice des droits de la défense s'est déroulé sans entrave et sans difficulté, et affirmé contre toute évidence que Sylvia et Noureddine Bongo n'ont pas été torturés. Si nous avons souhaité vous parler, et vous le sentirez certainement, vous parler à la fois comme avocat, mais aussi comme êtres humains, comme femmes et comme hommes, c'est parce que nous avons été profondément bouleversés de ce que nous avons vu à Libreville. Je rappellerai d'abord que depuis leur incarcération, en dehors de tout cadre judiciaire, lors d'une mise en scène grotesque, parce que je me souviens, personnes qui m'ont appelé au secours ce jour-là me disaient, mais ils sont en train d'amener des valises avec des billets et de nous obliger de nous asseoir devant pour nous prendre en photo. Bref, à partir de cette incarcération, nous avons évidemment, comme tout avocat doit le faire, cherché à rendre visite à nos clients. Nous nous sommes pris à trois reprises, pour enfin, au bout de 18 mois, 17 mois, avoir la possibilité de les rencontrer quelques instants. Ce n'est pas un exercice régulier des droits de la défense. Mais ça, je dirais, ça fait partie des choses que nous dénonçons et qui peut-être ne méritaient pas la solennité, la gravité de cette conférence. Ce que nous avons vu nous a soulevé le cœur. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie d'avocat, dans ma vie d'ancien ambassadeur pour les droits de l'homme, de militant des droits de l'homme. J'ai vu dans le monde beaucoup de choses et de situations difficiles. Et je ne pensais pas être autant à nouveau bouleversé par la rencontre avec Sylvia et Noureddine Bongo, extrait du deuxième sous-sol où ils sont retenus, privés de leur liberté, sans possibilité d'avoir la moindre promenade, traumatisés, défigurés par la peur, par les coups, par la souffrance d'être privés de tout lien avec l'extérieur, avec leur famille. Je lisais
récemment, j'écoutais récemment, vous l'avez peut-être fait aussi, ce podcast formidable sur l'affaire Dreyfus et je réalisais que même lorsqu'il était à l'île de Ré, même lorsqu'il était à la prison de la Santé, même lorsqu'il était à l'île du Diable, le capitaine Dreyfus pouvait correspondre, pouvait sortir, avait droit à ses promenades. Tous les droits qui sont déniés aujourd'hui et depuis 18 mois. Alors vous imaginez, ce que nous avons vu, ce n'est pas des gens sortis de prison dans un parloir, c'est des êtres humains sortis d'oubliettes. Et si je ne vais pas plus loin dans la description, mais peut-être Catalina donnera aussi ses impressions aussi, c'est aussi par pudeur et pour ne pas attenter à leur dignité. Mais tout ça pour vous dire que ça nous a profondément choqués. Et nous avons vu des gens profondément traumatisés, défigurés par le désespoir. Quant à Noureddine Bongo, j'ai pu voir sur son torse les marques des chocs électriques que j'avais vus en d'autres temps et en d'autres lieux, et qui font partie de cette grammaire universelle de l'oppression et de la torture. Voilà, on voulait d'abord partager avec vous cette indignation, ce haut le cœur. Et vous imaginez ce que nous avons pu ressentir lorsque, dès notre retour à Paris, nous avons entendu ce communiqué du procureur du Gabon. Et je vais vous parler très franchement. Je vous ai dit que nous ne connaissions pas les Bongo avant. Moi, j'entends, j'écoute, je tends l'oreille et je comprends qu'il y a dans la population du ressentiment, il y a des griefs contre les anciens dirigeants et leur entourage. Je ne vais pas à me prononcer, ce n'est pas mon affaire. J'en prends acte. Mais, et je comprends, dans un pays où il y a des inégalités très fortes, je comprends qu'on puisse en vouloir aux anciens dirigeants. Et je ne dis pas, certainement pas, que tout était parfait à leur époque. Encore une fois, il ne m'appartient pas de me mêler des affaires politiques intérieures gabonaises que je ne connais pas. Mais ce dont je suis certain, c'est que parmi les Gabonais qui nous écoutent, les plus hostiles à nos clients, Sylvia et Noureddine Bongo, auraient honte de ce qu'on fait en leur nom, ce qu'on leur a fait en leur nom. Si vous aviez vu l'état dans lequel nous les avons trouvés. Catalina, est-ce que tu veux, à ce stade, ajouter quelque chose? Parce que je sur ce que nous avons vu à Libreville, le procureur de Libreville nous dit dans son communiqué que nous avons pu nous entretenir avec les clients librement, en toute confidentialité, constater qu'ils n'ont jamais été torturés au sein de la prison centrale de Libreville, mais qui peut croire cela? C'était notre premier parloir avocat, et quand je dis parloir encore, ils sont détenus dans des conditions totalement dérogatoires, donc ce n'est pas un réel parloir, nous ne sommes pas dans le parloir de la prison, mais appelons-le parloir. C'était notre premier parloir avocat depuis 17 mois, depuis que nous intervenons dans le dossier. Nous n'avions jamais pu voir les clients, nous n'avions jamais pu voir Sylvia et Noureddine Bongo. Alors, premier parloir avocat depuis 17 mois, avec des caméras de vidéosurveillance sur la tête. Qui peut croire cela? Qui peut croire ce que dit le procureur de Libreville? Ce que nous pouvons vous dire, c'est que oui, ils ont été torturés, et non, ils ne sont pas détenus dans des conditions régulières. Et sur les tortures, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles
On ne nous a pas laissé les voir pendant tout ce temps. Peut-être que leurs tortionnaires, leurs geôliers espéraient que, avec le passage du temps, les stigmates ne seraient plus visibles. Mais ainsi que vous l'a dit Françoise Imray à l'instant, nous avons pu les constater. Ces stigmates sont encore là. Oui, ils ont été torturés. Et pour terminer et reprendre ces mots-là, en tant qu'avocat et en tant qu'être humain, c'est pas que ça laisse indifférent, c'est que ça révolte. Lorsque nous sommes partis, c'était ma conscience professionnelle qui était révoltée et mon cœur serré, presque écrasé. Voilà. Puis-je ajouter quelque chose? Moi qui rentre dans ce dossier depuis quelques jours, c'est cette opposition, ce contraste incroyable entre la déclaration du procureur du 20 décembre, que j'ai regardé plusieurs fois en vidéo, mécanique, subterfuge, faux semblant d'une procédure qui respecte les règles des droits de l'homme et de la procédure équitable, et puis l'émotion de Françoise Imray, de Catalina. Françoise Imray est un avocat qui a visité toutes les prisons du monde, et les pires, et qui est revenu de ce voyage à Libreville, le cœur serré, comme le disait Catalina il y a un instant, mais complètement bouleversé. Et aujourd'hui, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'autre position que le contraste entre cette émotion vraie de deux avocats et la vidéo artificielle et donc scandaleuse du procureur. Merci, monsieur le bâtonnier. J'ajouterais que ces séances de torture n'étaient pas gratuites. Elles avaient pour finalité d'organiser la dépossession complète de Sylviane Aurélie-Bongo. Ces séances avaient pour but de leur faire signer des transferts bancaires, des pouvoirs, et ce qu'évidemment ils ont fait. En sorte qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ont été quasi intégralement dépossédés de leurs biens, et y compris des biens qui appartenaient à Madame Sylvia Valentin-Bongo avant son mariage, et qu'elle tenait de sa propre famille. De biens immobiliers comme de biens, d'autres biens. Donc, l'objectif est cette dépossession au profit de qui? Nous avons des indices, nous savons, il y a des choses tout à fait anormales, notamment un pouvoir qui a été signé à un avocat de l'État, de façon tout à fait dérogatoire. Encore une fois, nous ne sommes pas pour l'intimité des dirigeants de droit ou de fait. Chacun doit rendre des comptes, ça fait partie des droits de l'homme. Mais il y a des procédures pour ça. Et des procédures qui devraient être équitables, avec le respect des droits de la défense, l'accès au dossier. Je précise que chaque fois que nous sommes allés à Libreville, nous n'avons pas pu voir le magistrat. Je précise aussi, je tiens à préciser que notre confrère Gisèle Elué-Bécalé était avec nous lors de cette visite. Elle nous a accompagnés, nous l'avons accompagnée. Nous étions ensemble et elle est aujourd'hui en ligne, même si, pour des raisons déontologiques, je ne crois pas qu'elle puisse participer à proprement parler à la conférence de presse, mais elle la suit. On reviendra s'il y a des questions particulières, bien sûr, on y répondra. Nous vous avions annoncé aussi des développements. Vous vous souviendrez peut-être que
nous ne sommes pas restés inactifs et que nous avions déposé une plainte à Paris pour séquestration arbitraire, acte de torture et de barbarie. Et nous vous annonçons aujourd'hui que le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a désigné un magistrat du pôle crime contre l'humanité pour enquêter sur les faits subis par Sylvia Noureddine Bongo, mais aussi par Bilal et Jalil, contre qui il n'y avait aucune poursuite et qui avaient été privés de leur liberté avant d'être relâchés et qui ont eu eux aussi des séances de taser. Cette plainte, certains de vos confrères l'ont vue, elle est massive, elle est détaillée, elle est précise, elle est circonstanciée, et nous connaissons les noms des tortionnaires, et maintenant qu'un magistrat instructeur a été désigné du pôle crime contre l'humanité, nous allons lui demander des investigations et d'entendre, en particulier, d'entendre un certain nombre de personnes que nous soupçonnons d'avoir commis ou commandité ces tortures. C'est une avancée procédurale majeure qui va conduire à des actes d'instruction. Qu'est-ce que c'est que des actes d'instruction? Ce sont des actes d'enquête, c'est-à-dire des convocations, éventuellement des mandats d'arrêt, et qui n'en est qu'à son début. Nous tenions à porter cet élément à votre connaissance. Parallèlement, je crois que vous avez saisi le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires et nul doute que le groupe de travail de l'ONU va rendre une décision pour stigmatiser cette situation. Alors bien sûr, ce sont des décisions qui ne sont pas coercitives, mais elles ont une valeur très importante au regard de la communauté internationale et en particulier des bailleurs de fonds extérieurs. Absolument. Et je terminerai, avant de répondre à vos questions, par ceci. Personne n'est au-dessus des lois, et pas plus les Bongo que quiconque. Mais tout le monde a droit au respect de sa dignité et de ses droits fondamentaux, et de pouvoir se défendre correctement et de ne pas être traité comme un animal. Et c'est le sens de la plainte que nous avons déposée à Paris et que nous entendons poursuivre jusqu'à son terme, c'est-à-dire la condamnation, l'arrestation et la condamnation des responsables. Je vous remercie. Très bien, merci. Tous les journalistes présents sont donc invités à poser leurs questions. Je vous propose de le faire soit en m'indiquant votre intention dans le chat, soit en levant la main. Pour rappel, pour lever la main, merci d'appuyer sur le petit cœur en bas de l'écran et vous avez l'option de pouvoir le faire. Merci également d'activer votre micro et votre caméra lorsque vous le faites. Alors attendez, je vois que Monsieur Juxi demande. Voilà, Monsieur Juxi, je vous ai proposé de vous unmute. Voilà, vous pouvez poser votre question. Bonjour tout le monde et bonjour aux avocats présents. Je tiens à féliciter les avocats présents pour le travail qui est le leur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le premier qui a travaillé sur la question justement de la détention et des tortures infligées à Madame Bongo et à son fils, et à ses fils, parce qu'il n'y a pas que le cas de Noureddine Bongo Valentin, il y a le cas de ses deux autres fils, petits frères, donc fils du couple Bongo, Jalil et Bilal. Mais également sur, on va même dire, la question de la torture au Gabon depuis plusieurs années. Et c'est peut-être, je dirais pas une satisfaction parce que on parle quand même de droits de l'homme, mais aujourd'hui, j'ai un soulagement parce que pour une fois, les tortionnaires gabonais vont être poursuivis. Parce que la question de la torture est une question très ancienne. Et je me rappelle, il y a quelques années, on me disait, ah, Monsieur Ondo, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Et je me rends compte que je n'ai pas assez exagéré parce que
d'apprendre que la présidence de la République de mon pays, le Gabon, est également un centre de détention parallèle. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal et je suis d'accord avec Maître Zimret qui disait que tout le monde a droit à la justice et la justice au Gabon devra même commencer par celle qui sera rendue à Madame Sylvia Bongo et à son fils. Et aussi, la fin de l'impunité commencera par là parce que les tortionnaires sont toujours les mêmes. J'ai une question très simple. Ma question est très, très simple. Je la pose à tous les avocats qui sont présents ici. Est-ce qu'on pourrait avoir les noms des personnes visées par la plainte, les noms de ces officiers? Moi, j'en connais certains par mes investigations. Est-ce que ce serait possible de les rendre publics? Parce que personnellement, j'ai eu droit à une campagne de suppression et de désinformation en disant que je racontais n'importe quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce serait possible de dire tel officier supérieur gabonais est cité dans la plainte, il appartient à tel corps, tel civil est cité dans la plainte, il a tel lien avec le régime actuel? Est-ce que ce serait possible? C'est la seule question que j'ai à poser aujourd'hui. C'est une très bonne question et c'est une question difficile pour nous. Écoutez, peut-être pas dans un tout premier temps. Ce qui est sûr, c'est que la liste, nous l'avons et nous la communiquerons au magistrat instructeur. Et on verra, en fait, tout dépend tout simplement pour nous, le seul guide, c'est le risque de représailles. Donc, il n'y a pas de mystère, c'est pas du tout un plaisir de notre part de faire mystère de quoi que ce soit. La seule réserve qui nous empêcherait de le communiquer publiquement maintenant serait celle-là. Donc, on va y réfléchir. Je n'exclus pas, mais pour le moment, on va d'abord la communiquer au magistrat instructeur. Parce Je vous qu'on sait remercie. effectivement, on a une liste de combien de noms, 7 ou 8 noms de personnes qui ont perpétré ces tortures. Ouais. Et dernière chose, pour ceux qui regardent, qui ne travaillent pas assez sur le Gabon, et permettez-moi, Maître Zimret, parce que je sais que vous ne connaissiez pas le Gabon plus que ça avant, pour avoir une idée de la brutalité des tortionnaires de l'armée gabonaise, parce que ce sont des militaires, je vous prie de regarder, j'ai fait également un article là-dessus, ce qui est arrivé au second maître Johan Bunda, qui était accusé à tort d'avoir préparé avec la garde du secrétaire général du ministère de la Défense, donc un membre du CTRI, qui était accusé à tort d'avoir perpétré un vol chez lui alors qu'il n'avait pas accès à son domicile, puisqu'il ne faisait que le garder. Essayez de regarder, pour tous les journalistes internationaux qui sont ici, essayez de regarder les images suppliciées du second maître Johan Bunda. Il a été torturé atrocement et à tort. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. N'hésitez pas à poser d'autres questions, soit par chat, soit comme indiqué, en indiquant votre intention, en appuyant sur le cœur, puis sur lever la main. Et je vous donnerai la parole. Alors, en attendant une question à venir, me permet il y avait une sorte de réminiscence pendant que vous parliez les uns et les autres du livre de Michel Foucault, Surveiller et punir, qui dit qu'on évalue l'état d'évolution d'une société à l'état de ses prisons et de sa justice. Et ça interpelle, je pense, tout le monde. Au Gabon, mais aussi en France. Hein. On a beaucoup de problèmes aussi en France. Mais en particulier, évidemment, à l'aune de cette affaire au Gabon. Nous avons une question dans le chat de monsieur Charlus Dubois-Loïc. Je me permets de vous la lire. Je suis Loïc Ntutum de Gabon Review. Merci de nous donner cette occasion d'en savoir un peu plus sur l'évolution de cette affaire contre l'épouse et le fils du président déchu Ali Bongo Ondimba. Peut-on avoir le nom du magistrat désigné pour enquêter sur les faits de torture sur les membres de la famille Ali Bongo? Écoutez, je comprends la question, mais les magistrats n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas être exposés. Donc, par courtoisie et par respect pour leur façon de travailler, on ne donne pas le nom. Mais c'est le pôle crime contre l'humanité des juges d'instruction de Paris qui est en charge de l'affaire, et c'est déjà en soi tout un message et tout un symbole, plus qu'un symbole. Et ça veut dire que mécaniquement, procéduralement, indubitablement, le juge d'instruction français va procéder par commission rogatoire internationale dans un premier temps, afin de faire entendre des personnes au Gabon.
Et s'il n'y a pas de retour, il procédera dans un deuxième temps à des mesures plus coercitives afin d'obtenir des réponses à ces questions et à ces investigations. Et comme le disait Maître Zimré tout à l'heure, eh bien, la question des mandats, d'un mandat d'arrêt international ou de plusieurs, se posera. La justice est lente, mais elle est implacable. La justice pénale en France, elle est implacable. Donc, il y aura des séries d'interrogatoires et il y aura, le cas échéant, des séries de mesures coercitives. Et cela, vous pouvez nous faire confiance pour vous en faire état, dans la mesure évidemment des contingences que nous avons en matière de secret de l'instruction. Mais il y a des fenêtres de publicité et il y a des nécessités pour nous de vous en informer. Si vous avez d'autres questions, comme je vous l'ai indiqué, soit dans le chat, soit en levant la main en appuyant sur le cœur. Donc, nous avons une question dans le chat de BMT. Donc, c'est To what extent is the persecution of Sylvia Bongo gendered and raced? Alors, moi, je ne suis pas le mieux placé, nous ne sommes pas les mieux placés pour répondre, mais peut-être que à cette question, peut-être des journalistes qui connaissent bien les Gabons peuvent répondre, parce que j'ai souvent entendu qu'effectivement, il y avait une dimension, et voilà, je pense que ce n'est pas à nous on n'est pas les mieux placés, je ne connais pas assez le Gabon pour pouvoir le dire, mais peut-être que certains d'entre vous ont la réponse. Est-ce qu'il y a une dimension de genre ou raciale? Si vous permettez, je peux me jeter à l'eau, connaissant assez bien le sujet de la torture pour avoir travaillé là-dessus pendant une dizaine d'années. Il n'y a pas de connotation sexiste ou raciale. Ces gens sont juste des gens sadiques, c'est tout. Moi-même qui vous parle, j'ai été enlevé 2 fois quand j'étais syndicaliste étudiant, parce qu'à l'époque, c'était interdit. Donc, ce sont des gens qui sont juste sadiques. Faut pas y voir une question raciale. Ils torturent indéfiniment les majeurs, les mineurs, les femmes, les hommes, les blancs, les noirs, les indiens, tout le monde. Si vous avez le malheur de tomber entre ce système répressif, qui est animé par l'armée, ce sont les militaires qui torturent au Gabon, les militaires et associés, hein. Tous les services torturent, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient blancs ou noirs. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes entre leurs mains, vous êtes simplement un morceau de viande qu'il faut faire rôtir. Et je vous ai dit, regardez ce qu'ils font à leurs propres collègues, à leurs frères d'armes. Le cas de Joan Gunda, second maître, qui a été torturé à mort il y a quelques semaines, est éloquent. Mais surtout, le commentaire qu'en a fait le chef de l'État gabonais actuel, qui allait voir la famille de Joan Gunda, qui était marin, donc un de ses soldats qu'il a porté au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les tortionnaires ont exagéré. Il a dit, les tortionnaires ont exagéré. Il a donné des instructions. On ne savait pas, par exemple, pour une forme de torture qu'on appelle le pont, qu'il ne faut pas mettre plus de 30 minutes. Puis Brice Oligui l'a dit, c'est filmé, c'est disponible sur YouTube. Il a dit, par exemple, que lorsqu'on fait le supplice de la baignoire où on trempe la tête dans l'eau, il faut compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Sinon, la personne peut mourir. Voilà. Donc, on est dans un système où la torture est institutionnalisée, fait partir des mœurs des forces de défense et de sécurité de mon pays, le Gabon. Voilà. Merci. Je donne la parole à Dvora, qui l'a demandé. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis Anne-Marie Dvorazek. Je suis journaliste et je suis en même temps actrice, puisque je suis beaucoup la politique gabonaise. Je ne serai pas aussi catégorique que M. Joxy. Je dirais que le type racial joue beaucoup. Pourquoi est-ce que je le dis? Madame Sylvia Bongo Ondimba, on lui dénie aujourd'hui sa nationalité gabonaise. Moi, j'ai grandi avec, j'ai vu Sylvia Bongo grandir au Gabon avec nous. Mais aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est la femme blanche. On ne peut pas dire que la question raciale n'est pas en cause dans cette histoire. La question raciale est là. Parce que si Sylvia Bongo Ondimba est en prison aujourd'hui et que son fils est accusé des mêmes effets, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, doit y être.
Madame Marie-Madeleine Boronso, présidente de la Cour constitutionnelle, qui pendant des années a été aux côtés de Sylvia Bongo, a accompagné la gouvernance de M. Ali Bongo, elle a été nommée juge honoraire de la Cour constitutionnelle. Elle ne craint rien. Ceux qui ont fait des élections, qui ont organisé les élections au Gabon, le CGE, l'une des personnes qui était actrice de ces élections a été nommée à la Caisse de sécurité nationale gabonaise. On ne peut pas dire que la question raciale n'est pas mise en jeu. Je ne crois pas que si Sylvia Bongo Ondimba avait eu la même peau noire, je le dis, je l'assume, je suis gabonaise de père et de mère. Si Sylvia Bongo Ondimba, qui a à peu près mon âge, c'est-à-dire dans les 61 ans, 62 ans, est traitée avec mépris, est traitée comme un animal, c'est tout simplement parce que c'est la femme blanche. On estime que la femme blanche est venue profiter du Gabon et qu'elle doit en déguster. On ne peut pas l'enlever. Et ceux qui me diront le contraire, qu'ils me le prouvent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait préciser que Mme Sylvia Bongo Ondimba n'a pas été arrêtée le 30, parce qu'il y a un gros mensonge sur ce qui concerne le coup d'État au Gabon. Mme Sylvia Bongo Ondimba n'a pas été arrêtée le 30. Nouridine Bongo Ondimba n'a pas été arrêtée le 30. Pourquoi dès le départ, l'histoire, le narratif est bancal? On nous montre des monstres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut se permettre de leur affliger le traitement dont ils souffrent actuellement. Tout simplement parce que si c'était pour la justice gabonaise, si c'était pour rendre le droit, dire le droit auprès du peuple gabonais, mais il fallait les traiter avec dignité pour montrer que nous étions, que le peuple gabonais, que la justice gabonaise est différente sous la transition que sous M. Ali Bongo Ondimba. Or, le traitement affligé à cette dame, à son fils et à ceux qui sont avec eux est un traitement inhumain. Donc, ce que moi, en tant que journaliste, j'aimerais savoir dans quel état réel est, puisque vous avez pu les voir, dans quel état réel est cette femme qui a mon âge, peut-être même un an de moins, à son fils qui a 2 ans de moins que le mien. Dans quel état sont ces personnes aujourd'hui qu'on ne peut pas dire exactement où ils sont et où ils se trouvent? Voilà mes questions. Je vous remercie. Merci Madame pour votre intervention qui est très qui est poignante à certains égards et qui aussi nous éclaire sur la question qui était posée. Et votre regard, je pense, est fondamental. Sur la question que vous posez, comment est-ce qu'on les a vus? Écoutez, on a attendu ce moment pendant très longtemps, pendant très très longtemps. Nous étions déjà, c'était notre 3e voyage à Libreville. Et nous étions sur le dossier depuis août 2023. Nous attendions ce moment depuis très longtemps. Et ce que nous avons vu, ce sont 2 personnes, une femme et son fils, tirés d'un cachot, ainsi que vous l'a dit Françoise Imré tout à l'heure, tirés d'un 2e sous-sol, d'où évidemment ils ne voient pas la lumière du jour et dont ils ne sortent jamais. Ils n'ont aucune promenade. Il faut se figurer ce que c'est que d'être enfermé avec sa mère, une mère, un fils, dans une petite salle, dans un 2e sous-sol. On peut faire quelques pas tout au plus. Il faut bouger les matelas et les trucs posés par terre pour pouvoir espérer faire 5 minutes de gym. C'est pas humain. Et ce que nous avons vu, c'est une femme au visage creusé, une femme très blanche, très très blanche, pâle, au visage très creusé, et qui psychologiquement ne va pas bien. Elle pleure beaucoup. C'est extrêmement difficile. Sylvia Valentin Bongo va très mal, et son fils aussi. Mais je dois dire que personnellement, j'ai été plus choquée par son état à elle, parce que vraiment, elle est creusée, et elle est au-delà de la dépression. Elle va vraiment très mal. J'ai du mal à trouver les mots justes, à vrai dire, parce que j'avais jamais vu ça. C'est difficile de décrire, mais Catalina l'a fait très bien. Vous savez, moi, comme je vous l'ai dit, on ne les connaissait pas avant. Et
moi, je connaissais les photos. Je l'avais vu en photo, comme tout le monde, dans les magazines. C'est pas la même femme. C'est pas la même personne. Et ça a été un choc. Ce vieux t-shirt, je vous raconte qu'elle doit se laver les cheveux avec une petite douchette sur la cuvette des toilettes, qu'il n'y a pas une douche à proprement parler, il y a un lavabo pour deux, un matelas par terre, deux matelas par terre peut-être, puisqu'ils sont deux. Voilà, c'est pas acceptable. Mais voilà, c'est difficile pourrait décrire plus en détail les cheveux, cette façon de regarder, les tremblements, les pleurs. C'est, mais aller plus loin, c'est vraiment presque impudique et c'est ajouter à l'indignité, mais en même temps, on se devait de restituer cette émotion. Et pour lui, j'ajouterai une chose, pardon, pour Nourdine Bongo, il a 3 enfants, il a 3 jeunes garçons qu'il n'a pas vus depuis le mois d'août 2023. Donc il faut imaginer à toutes les conditions que l'on vient de décrire, s'ajoute ce poids terrible d'être loin de son épouse, d'être loin de ses enfants, d'être interdit de les voir grandir. Et ça non plus, c'est pas acceptable. Nous avons reçu 2 questions supplémentaires dans le chat de Madame Okello de RFI. La première, la procédure engagée contre Sylvia et Nourdine Bongo est-elle menée par la justice française? Sylvia et Oui. Nourdine possèdent-ils la nationalité française? La réponse est oui. Et la deuxième question, vous avez déclaré connaître les noms des responsables des actes de torture et demandé l'ouverture d'une enquête à leur encontre. Pouvez-vous nous préciser leur identité et les démarches que vous envisagez pour appuyer cette demande? Donc, j'ai répondu à cette question. Dans un premier temps, nous n'allons pas les communiquer publiquement, mais nous allons les transmettre au juge d'instruction. Autre question de M. Goma, journaliste de gabonactu.com. Êtes-vous certain qu'il existe une coopération judiciaire entre la France et le Gabon pour permettre aux magistrats français d'effectuer sereinement son travail? C'est trop tôt pour le dire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais s'il n'y a pas une coopération fluide, et comme l'a dit M. le bâtonnier, le magistrat sera obligé de délivrer des mandats d'arrêt internationaux. Théoriquement, la coopération, elle existe évidemment, du fait des conventions, des relations entre les 2 pays qui sont 2 pays amis et qui participent à la recherche d'un même état de droit à travers la francophonie, etc. Il y a beaucoup d'accords entre la France et le Gabon, de coopération judiciaire et de collaboration judiciaire. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou non? On ne sait pas. Si ça fonctionne, il y aura des commissions rogatoires internationales, il y aura des auditions et des interrogatoires, et à défaut, il y aura des mesures coercitives. Si ça ne fonctionne pas, eh bien le Gabon sera mis au banc de la communauté internationale des pays qui sont des États de droit, et ce faisant, elle se met en difficulté face aux bailleurs de fonds et à tant d'autres nécessités pour le Gabon d'être intégré dans un monde qui avance et qui participe à une croissance. Donc, de toute façon, il va se passer quelque chose. Prochaine question. Avez-vous des nouvelles des autres personnes arrêtées? Non. Vous voulez dire non, nous n'avons pas de. On n'a pas été mandaté. Ce ne sont pas nos clients, donc on ne sait pas. Non, on a des nouvelles. On a pu voir le président Ali Bongo aussi. Ça, c'est enfin qui est censé être libre, mais qui ne l'est pas.
et qui évidemment qui est en parfaite possession de ses moyens intellectuels, je précise, Absolument. il n'y a aucun doute là-dessus, et qui est en grande souffrance de cette situation, de voir son épouse et son fils ainsi traités. Mais voilà quelqu'un dont on nous a dit qu'il était libre et qu'il ne l'est pas. Et là encore, il a fallu aller à Libreville 3 fois en 17 mois pour pouvoir avoir le droit de le voir. Et pour que ce soit très clair, pardon, j'ajoute qu'il n'est visé par aucune procédure, c'est-à-dire qu'on le prive de ses libertés dans sa résidence, il ne peut pas en sortir, il ne reçoit pas qui il veut, il n'a pas de téléphone portable, alors même qu'il n'y a aucune procédure judiciaire contre lui. C'est quand même très important de le noter, de même manière qu'il n'y avait aucune procédure contre ses fils Jalil et Bilal, qui ont été enfermés avec lui pendant très longtemps avant d'être libérés. Lui n'est visé par aucune procédure alors qu'il est totalement privé de sa liberté. Une question dans le chat de LK. Bonjour, j'ai vu dans un article que les prochaines élections auront lieu en mars prochain. Pensez-vous que cela aura un impact sur leur libération, avant ou après? Et également, quelles sont les conséquences pour le président de la transition s'il ne les libère pas rapidement dans cette situation actuelle? Et on ne peut qu'espérer que, d'abord, on ne souhaite pas attendre les élections pour qu'il y ait une... La situation est trop grave pour qu'on puisse se permettre d'attendre des élections. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais ça vous montre bien qu'on est en dehors de tout cadre légal, d'ailleurs. Et puis on ne sait pas, enfin, je veux dire, le résultat des élections, vous le connaissez, vous? C'est très drôle, tout le monde, moi ça m'a frappé que tout le monde parlait des élections comme si le résultat était parfaitement acquis. Ça m'a toujours frappé. Mais écoutez, en tout cas, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Il n'y a pas d'articulation entre eux. Et nous exigeons dès lors leur libération immédiate. Les conséquences pour le président actuel, c'est de savoir s'il participe à un progrès de son pays, du Gabon, dans le cadre d'un progrès de l'Afrique auquel tout un chacun voudrait accéder et participer, ou au contraire, s'il s'agit d'une stagnation, et qui dit stagnation dit régression. Voilà. C'est donc une question pour lui qui nous apparaît fondamentale, car il s'expose aux yeux du monde. Cette conférence de presse a pour objet, effectivement, eh bien que nul n'en ignore. Je donne maintenant la parole à Dvora qui l'a demandé. Oui, merci, rebonjour à nouveau. Je voulais demander aux avocats qui ont pu, pour la 3e fois, avoir accès à Madame Sylvia Bongo-Ondimba et à Monsieur Noureddine Valentin Bongo-Ondimba, s'ils ont eu la possibilité de faire établir les certificats médicaux dans leur État. Et la deuxième chose, concernant Monsieur Ali Bongo-Ondimba, moi, je ne découvre rien par rapport à ce que vous aviez expliqué sur son cas personnel, qu'il n'est pas libre. Il n'est pas libre puisque quand on est libre dans sa maison, on a les clés de sa maison. Si tu n'as pas les clés de ta maison, tu n'es pas libre. Ça, c'est juste un petit rappel des faits. Est-ce que lui-même a pu rencontrer depuis que sa femme et son fils sont mis dans les cajots de la République gabonaise? Est-ce qu'on lui a permis de les rencontrer, de discuter un peu avec eux? Troisième question, Madame Sylvia Bongo-Ondimba est gabonaise aussi, est gabonaise. Moi, je l'ai vue petite. J'ai 62 ans. J'ai vu Sylvia Bongo-Ondimba est petite. Donc, Sylvia Bongo-Ondimba au Gabon n'est pas étrangère. Elle est chez elle. Est-ce que sa famille qui se trouve au Gabon, je vois aussi votre confrère ou consoeur, Madame Jusiel Eyue ici. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire de l'atmosphère au niveau juridique au Gabon? Parce qu'on a l'impression dans cette histoire, plus ou moins tout le monde agit selon ce qu'on exige de lui. Quel est l'état d'esprit de la justice gabonaise qui a quand même à l'international joue aussi sa réputation? Voilà mes questions. Merci. On vous l'a dit tout à l'heure, notre consoeur
gabonaise, pour des raisons déontologiques, peut assister à cette conférence de presse, mais ne peut pas prendre la parole. Nous espérons que lors de la prochaine conférence de presse, ce sera réglé. Donc, ce n'est pas du tout une défiance vis-à-vis de vous-même, c'est simplement une question administrative. Donc, pour la prochaine conférence de presse, ce sera réglé. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de parler en son nom. Mais elle est là, elle participe, comme vous, à cette conférence de presse qui est publique, donc elle y assiste. Est-ce qu'il y a une question? La question s'adressait surtout à Maître Yue. Ah oui. Alors je pense que... Non, mais ça, je pense peut-être... Bon, on se donne rendez-vous pour une prochaine conférence de presse avec elle. Très bien. Oui. On prend rendez-vous. On prend rendez-vous et comme ça, on vous donnera aussi des nouvelles d'instructions françaises et puis d'autres actions qu'on va mettre. Et vous avez demandé si le président Ali Bongo avait rencontré sa famille. Il les a vus une fois, non pas en tête-à-tête ou je ne sais pas ce que vous imaginez. C'est-à-dire que tout le monde a été convoqué par le général Oligui, qui a donné des instructions, qui a donné des ordres aux uns et aux autres, qui a posé ses exigences. Donc ça vous montre bien qu'on est en dehors de tout cadre légal. Hein. Je veux dire, je ne sais pas dans quel pays on vous parle d'instruction, de procureur, mais je ne peux même pas sûr que le juge d'instruction, que nous n'avons pas pu rencontrer d'ailleurs, sache que le général Oligui a convoqué tous les détenus et leur a posé un certain nombre de conditions, sans les regarder d'ailleurs, me dit-on, a donné ce détail, alors qu'ils se connaissaient évidemment, comme vous le savez, et de façon très autoritaire. Et ce n'est qu'à ce moment-là, une fois en 18 mois, qu'il a pu les voir, et je ne suis même pas sûr qu'il ait pu leur parler dans ces circonstances. Et d'ailleurs, il a délivré son message et il est reparti sans engager le dialogue avec eux. Alors, il y a une question procédurale. Oui, là. on a encore un certain nombre de questions dans le chat. Je vous propose peut-être qu'on s'arrête à ces questions-là pour des questions d'horaire. Je vais lire rapidement. Je vais lire rapidement la question en question. Quelle est la position de l'État français et de la communauté internationale sur cette situation? Le chef de transition a été invité plus d'une fois à l'Élysée et semble entretenir de bonnes relations avec le président Macron, et ce, malgré la situation. Mais écoutez, vas-y. Alors, sur la situation de la France, nous avons eu tout d'abord une position que je qualifierais molle de la consul générale. L'une de mes missions maintenant va être de poser la question de cette position de la consul générale qui m'interpelle et d'attirer l'attention en très haut lieu de l'Élysée et du Quai d'Orsay d'abord sur ces violations qui nous ont été rapportées par François Zimret et Catalina lors de leur dernière visite. Je vais m'y atteler dans les tout prochains jours et en très haut lieu. Autre question. J'ai entendu que l'épouse et les 3 enfants en bas âge de Nourdine ont été gardés en otage pendant plusieurs mois. Est-ce vrai? Comment est-ce possible, encore une fois, quand on parle des droits de l'homme et des droits de l'enfant? Oui, alors sur cette question, ils ont été... Alors, le mot otage, ce qui est certain, c'est que ils sont restés au Gabon pendant longtemps, ils n'étaient pas libres de leur mouvement, on les a finalement laissés partir. Ils n'ont pas pu voir leur père pendant tout ce temps-là. Il y a un épisode extrêmement difficile, il me semble, où il y a une perquisition de leur domicile, avec quand même un caractère très brutal. Ils n'ont pas été détenus, mais c'est sûr qu'ils ont été privés de leur liberté et de la liberté d'accès à leur famille et à leur père pendant plusieurs mois. Vous avez raison de le rappeler. C'est-à-dire que
évidemment, les victimes directes de ces violations de droits fondamentaux et les violations les plus flagrantes ont été subies par Sylvia et Noureddine Bongo, par Ali Bongo, mais également par Jalil et Bilal, qui ont été privés pendant de longs mois de leur liberté, alors même qu'il y a zéro reproche, zéro grief, que personne ne leur reproche rien du tout, sauf si ce n'est d'être les petits-enfants, les enfants de leur père, et qui ont aussi subi des séances de taser. Quant à Léa, l'épouse de Noureddine Bongo, elle est privée d'accès à son mari et elle a été privée de sa liberté, de sa pleine liberté. Elle n'a pas été détenue, mais jusqu'au moment où elle a été autorisée à quitter le territoire gabonais pendant de longs mois. Dernière question, la plainte comprend-elle la séquestration de la femme de Nourdine et de ses enfants? Non, alors la plainte ne comprend pas cet élément-là. La plainte en parle, ça c'est évident, parce que ce sont des éléments fondamentaux, mais si vous voulez, on a déposé une plainte pour les crimes les plus graves, on a déposé une plainte pour arrestation illégale, pour séquestration arbitraire, aggravée par des actes de torture et de barbarie. Ce sont des crimes parmi les plus graves du droit français, de notre droit. Des crimes dont les auteurs encourent des peines extrêmement lourdes, pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Donc c'est vraiment l'objet central de la plainte, si vous voulez. Mais ainsi que vous l'a dit Françoise Imray à l'instant, l'épouse de Noureddine Bongo et leurs 3 enfants, en quelque sorte, ont été otages du système aussi. Pendant des mois, sont restés là-bas, puis ont pu quitter le pays, et sont interdits de voir leur père. Et ces enfants, on ne les laisse pas grandir comme des enfants normaux, avec leur père, ils grandissent avec tout ce contexte autour. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Donc, pour répondre simplement à la question, non, ce n'est pas le centre de la plainte, mais oui, ça en fait partie aussi, et c'est grave aussi. C'est vraiment. Pas plus d'ailleurs que nous n'avons déposé plainte pour notre privation de liberté, puisque Catalina et moi, la première fois que nous sommes allés au Gabon, sur invitation de l'avocat de l'État gabonais, nous avons été retenus et enfermés entre 4 murs à l'aéroport avant d'être réexpulsés 25 heures plus tard, sans avoir pu quitter l'aéroport et sans que le bâtonnier du Gabon n'ait émis la moindre protestation d'ailleurs. Voilà, mais une chose est sûre, c'est que ce soit pour Nourdine et sa mère Sylvia, que ce soit pour l'ancien président, ils sont privés de visite, c'est-à-dire, alors lui un peu moins depuis quelque temps, mais toujours, de toute manière, il est privé de sa liberté, mais Sylvia Bongo et son fils Nourdine sont privés de toute visite familiale ou amicale. Ça fait aussi partie des droits fondamentaux en détention, visite, famille, amis, avocat, il n'y a rien de tout ça, que ce soit très clair. Rien de tout ça n'est permis pour eux. Je précise avant de terminer, je vois qu'il y a des questions sur des sanctions internationales. Bon, ça, il appartiendra à la communauté internationale lorsque l'enquête commencera d'en tirer les conclusions. Mais il est possible effectivement qu'on finisse par regarder ce gouvernement et ce régime avec d'autres yeux et de le nommer avec d'autres noms. C'est-à-dire que je pense que pour répondre à votre question sur la relation avec la France, je pense que la communauté internationale n'a pas forcément pris la mesure à qui on avait affaire. Et c'est d'où l'importance d'ailleurs de ces révélations pour ouvrir les yeux à la fois sur ce qui se passe et sur la personnalité et sans doute engager un changement de politique. Mais j'oubliais un petit détail qui intéressera les Gabonais. On fournira aussi aux magistrats instructeurs la liste des biens immobiliers ou mobiliers, les comptes bancaires et les biens immobiliers, dont certains sont très connus, ce sont des villas que tous les Gabonais connaissent, etc., qui ont été transférés à des proches d'un tel ou d'un tel, et je sais que sur un terrain qui était un terrain qui appartenait à la famille. Aujourd'hui, quelqu'un est en train de construire une maison dessus. Bon, il y a eu l'organisation d'une dépossession générale de leurs biens. Sous la contrainte. Sous la contrainte. Et il semble que cette dépossession n'ait pas eu pour bénéficiaire le peuple gabonais, mais un certain nombre de dirigeants actuels ou de leurs proches.
Ça, c'est ce que l'enquête établira. Voilà. Bah, écoutez, merci de votre attention, merci de votre participation, mais c'était, comme vous l'avez compris, avec une certaine solennité et gravité qu'on voulait vous communiquer ces informations, parce que je pense que c'est la seule façon de mettre un terme à une situation qui est inacceptable et qui n'est pas à la hauteur de la transition démocratique qui est annoncée.